Pour beaucoup, l'histoire de l'ufologie moderne commence avec Roswell en 1947. L'histoire que je vais vous raconter se déroule 2 ans auparavant, en 1945, et pas très loin finalement, à une centaine de kilomètres de Roswell. Elle a été tardivement collectée et diffusée par entre autres Jacques Vallée et Paola Harris. Jacques Vallée est un scientifique écrivain, chercheur français, largement reconnu pour son approche rigoureuse et multidisciplinaire des phénomènes OVNI, UFO, PAN. Né en 1939 à Pontoise, Jacques Vallée a reçu une formation en astrophysique et en informatique. Il a débuté sa carrière comme astronome à l'Observatoire de Paris avant de travailler sur les premiers projets d'intelligence artificielle aux États-Unis. Il a contribué notamment au développement d'ARPANET, précurseur d'Internet, et a consacré une grande partie de sa vie à étudier les UFO, OVNI, PAN, sous un angle scientifique. Paola Harris est une journaliste et enquêtrice italo-américaine spécialisée dans l'étude des UAP, PAN, et des phénomènes connexes. Elle a travaillé aux côtés de figures légendaires, comme Joseph Allen Hynek, l'astronome connu pour son rôle dans le projet Blue Book. Et aujourd'hui, je ne vais faire que survoler le sujet de cette histoire que je classe comme majeure et unique dans l'histoire de l'ufologie. Vous pourrez retrouver bien plus d'informations dans le livre de Trinity, The Best Kept Secret de Jacques Vallée et Paola Harris. Donc faites attention, il existe 2 versions, une de 2021 et une seconde étendue avec un témoignage supplémentaire de 2022. Vous trouverez aussi quelques anecdotes dans l'une des interviews de Jacques Vallée et Paola Harris sur le sujet, interview réalisée par Regina Meredith dans Open Minds. Et en complément de ce travail rigoureux de Jacques Vallée et Paola Harris, vous pourrez retrouver des interviews des principaux témoins dans la série de Jamie Maussan, un ufologue mexicain bien connu aux USA et Amérique du Sud. La série date de 2018, s'appelle Nuevo, et se retrouve sur de nombreuses plateformes comme Prime, Apple TV ou Gaia. Tous ces documents sont en anglais. Donc, si vous êtes réfractaire, vous avez aussi une petite interview du collectif SIPO en français. Voilà pour les sources, plongeons maintenant dans cette fabuleuse histoire. Tout commence avec les premières étapes qui ont conduit à une révolution dans l'histoire humaine, le premier test nucléaire, à Trinity Site, marquant un tournant sans précédent. L'histoire commence dans une atmosphère de tension et de détermination alors que les scientifiques travaillent dans le plus grand secret. Nous sommes à Los Alamos, une enclave scientifique au cœur du désert du Nouveau-Mexique, où le travail sur la réaction en chaîne nucléaire atteint son apogée. 2 ans après les premières expériences menées sous les gradins du stade de l'université de Chicago, une équipe d'esprits brillants, menée par des figures comme Oppenheimer et Fermi, se consacre à l'assemblage d'une arme qui changera le cours de l'histoire. Le 16 juillet 1945 marque une date cruciale. Dans le silence pesant du désert, à l'aube, The Gadget est suspendu au sommet d'une tour d'acier et tous les regards sont tournés vers ce dispositif mortel qui concentre des mois de travail acharné. Tous les regards, à l'exception de la population locale qui n'a pas été prévenue du test. Au petit matin, lorsque l'explosion illumine le ciel de manière éblouissante, l'humanité entre dans l'ère atomique. Plus tard dans la journée, un communiqué de presse, publié par le commandant de la base d'Alamogordo, affirmait qu'un magasin de munitions isolé avait explosé sans faire de victimes ni causer de dégâts importants. Vous connaissez la triste suite. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont lieu respectivement le 6 et 9 août 1945. Et ce n'est que 3 jours après Nagasaki, donc le 12 août 1945, soit 27 jours après l'essai de Trinity, que le public a appris officiellement la réalité de l'explosion atomique. Et ce site de Trinity, emblématique du premier test nucléaire, a laissé derrière lui bien plus que les empreintes scientifiques. Voici les récits des 2 jeunes garçons, José Padilla et Jaime Baca, habitants proches de la région, âgés respectivement de 9 et 7 ans, en août 1945. Ces enfants n'étaient pas préparés à être les témoins de l'un des événements les plus étranges et inexpliqués de l'histoire contemporaine. La chute d'un objet non identifié à quelques kilomètres seulement de leur ranch familial.
L'histoire débute avec ces deux jeunes garçons effectuant des tâches quotidiennes sur le ranch. Le père de José, Faustino Padilla, leur avait confié la mission de localiser une vache prête à mettre bas. Cette responsabilité courante pour les familles rurales, dans une région où la vie quotidienne était rythmée par les besoins des animaux, fut le prélude à une expérience qui marquerait leur vie à jamais. Alors qu'ils exploraient les environs, José et Jaime remarquent des bruits étranges dans le ciel. Peu après, une lumière brillante accompagne un son assourdissant. Cette explosion, qu'ils décrivent comme similaire à celle entendue lors de l'essai nucléaire, les poussa à rechercher son origine. Traversant un terrain accidenté, ils se retrouvèrent face à une scène inhabituelle. Une longue traînée dans la terre qui semblait avoir été creusée par une force considérable, et cette trace, qu'ils comparent à celle qu'aurait laissée un immense bulldozer, se terminait dans un nuage de fumée et de poussière. It landed there, it crashed. What happened? See that? You can see the side of the road over here on the hill over there. Yeah. Like I got the old road. That road wasn't there. It came around like that and hit the dirt right there, and he made a big groove all the way around like it was turning. And it came down, and this right here was like a bunch of sand, an arroyo, and a bunch of sand, and it just buried itself right in here, and it stood up this way. That's where the hole, you can see the hole right here on the side, on the top of it. But this is where it stopped. And years and years that it rains out here, weeds come out, except for here. Nothing grows over here. En s'approchant prudemment, les deux garçons purent discerner ce qui semblait être un objet métallique. Ils le décrivent comme ayant une forme d'avocat. Je me permets une petite parenthèse, donc un objet en forme d'avocat, pourquoi pas en forme d'œuf, cela devrait vous rappeler quelque chose, notamment cette interview de Jack Barber sur la chaîne News Nation. Donc ils décrivent cet objet ayant une forme d'avocat, avec une teinte grise, terne, et avec des dommages apparents dus à l'impact. Un détail marquant dans leur récit est cette sensation de chaleur intense émanant du sol. José et Jaime notèrent que la température semblait bien supérieure à celle de l'air ambiant. À ce même moment, un pilote de bombardier B-29, nommé Brosi, se dirige vers l'aérodrome d'Alamogordo. Alors qu'il survole la région, il est contacté par la tour de contrôle, inquiète du fait d'avoir perdu la communication avec la tour nord. Sur place, le pilote observe bien la tour de communication, effectivement endommagée, une zone de végétation en feu et surtout un objet métallique, non identifié, reposant au bord d'un ravin. À proximité, il distingue deux silhouettes à cheval qu'il prend pour deux enfants amérindiens. Ce témoignage est crucial, il corrobore non seulement les récits des deux jeunes garçons présents sur les lieux, mais il offre aussi une confirmation visuelle directe d'un témoin militaire, et cet événement est resté confidentiel pendant des décennies. Et il n'a jamais été inclus dans les témoignages du projet Blue Book pour une raison assez simple. Tout ce qui se passait autour du site nucléaire de Trinity était sous le secret nucléaire et donc sous l'autorité directe du département de l'énergie, distinct donc de l'autorité militaire qui dirigeait le projet Blue Book. On a retrouvé le témoignage d'un pilote qui s'appelle Brody, B-R-O-T-H-Y, qui venait pour atterrir à Alamogordo avec un bombardier, avec un B-29. Donc le terrain de la tour de contrôle d'Alamogordo lui demande de regarder ce qui est arrivé à la tour parce qu'ils ont perdu la communication avec la tour nord qui contrôle donc ces communications avec les pilotes. Donc il passe au-dessus de la tour, il voit que la tour a été endommagée, il y a un des piliers qui a été plié, qui a été endommagé, et il voit que la végétation est en feu, qu'il y a de la fumée. Il voit l'objet en question qui est posé au bord d'un ravin, et il voit deux petits Indiens avec leurs chevaux. Alors c'est pas des Indiens, mais alors, ils ne pouvaient pas savoir.
mais il voit bien que c'est des gosses. Et il décrit tout ça dans son rapport à Alamogordo, et puis il va atterrir à Alamogordo. L'un des éléments les plus fascinants de cette rencontre fut leur observation de mouvements étranges à l'intérieur de l'objet, et à travers une ouverture sur le côté, ils affirmèrent avoir vu de petites créatures qu'ils décrivent comme des enfants très étranges. Ces êtres semblaient se déplacer de manière inhabituelle, presque comme s'ils glissaient ou flottaient à l'intérieur du véhicule. Rémé, en particulier, rapportera une réaction émotionnelle intense face à ces figures. « J'ai ressenti beaucoup de compassion pour eux », dit-il dans son témoignage, ajoutant qu'ils lui semblaient en détresse. Ils avaient l'air de souffrir, je me souviens d'avoir pensé qu'ils étaient comme nous, juste des enfants. How many creatures you saw? 4. 4 creatures. 4. Three of them were running. You could see it through that hole, running back and forth. Like if they were hurt, they were injured. And the other one was just sitting right there on the side. I don't know if that guy was dead or was hurt and couldn't move. That's why I decided to go down there, to help him. But Remy just wouldn't let me, He was scared. Like I said, I told you before, maybe if I would have gone up there, I wouldn't be here today, I'd be somewhere else, How tall? Okay, we were about that tall. They could say 3.5 feet. 3.5 feet? About 3.5 feet. Just like us, we were little kids then, You felt scared by them? No. No? No, I never been scared of nothing. That's why I wanted to go in there, Were you impressed? Did you know they weren't from the earth at that No. point? What did you think? I thought that something crashed. Those guys out there are hurt. Let's go help them, That's, my intentions, has been for life, If I see anybody getting hurt, I try to go and help them, if I can help. If I can't help, I just go around and keep on going my way, And that's what I thought about this. They're running back and forth, squealing, Did you realize they were not humans? To me, they look like little boys. And since they were short, the only thing different on that I was surprised is the 4 fingers and the long arms. Then I remember, a monkey has got longer arms than. When did you realize that what you saw probably was not from this earth? I never thought anything about that until they started bringing out that UFOs, like Roswell and all that. That's when I thought, was this that thing that we seen, Le témoignage des 2 garçons, bien qu'extraordinaire, ne fut pas immédiatement partagé au-delà du cercle familial. À leur retour au ranch, ce soir-là, José raconta l'histoire à son père, qui décida de ne pas s'approcher davantage du site avant le lendemain. Faustino, homme pragmatique et conscient des implications d'une telle découverte, souligna que l'objet pourrait appartenir au gouvernement et que la discrétion serait nécessaire pour éviter les ennuis. Cette prudence, enracinée dans la culture de secret entourant les activités militaires de l'époque, empêcha une diffusion immédiate du récit au grand public. Plus tard, Faustino Padilla, accompagné d'un policier local, retourna sur le site avec les garçons. Le récit de cette journée est tout aussi troublant. Les adultes, initialement sceptiques quant à la description des enfants, furent confrontés à la réalité de l'objet. Lorsqu'ils entrèrent dans l'engin, ils ressortirent visiblement changés. Ils avaient changé d'attitude, complètement changé d'attitude, rapporta Rémé. Ce brusque changement de comportement des adultes, autrefois sûrs de leur jugement, témoignait de l'impact de ce qu'ils avaient découvert. Cependant, les détails exacts de ce qu'ils virent à l'intérieur de l'objet restent flous. Faustino et le policier choisirent de ne pas divulguer d'informations spécifiques, imposant même aux enfants un strict silence sur leur découverte. Cette consigne de secret illustre le climat de l'époque
où la peur des représailles et le respect des directives militaires étaient omniprésents. Dans les jours qui suivirent, le site devint l'objet d'une attention accrue. Des unités militaires furent déployées pour récupérer l'objet, balayant toute trace de l'incident. Les débris furent soigneusement collectés et emportés, laissant peu de preuves tangibles derrière. Ce nettoyage rapide et méthodique s'inscrit dans une longue tradition de dissimulation, bien documentée dans les archives sur les phénomènes non expliqués. Malgré le passage des années, les souvenirs de José et Jaime restent vifs. Leurs récits, reconstitués à travers des interviews, menés des décennies plus tard, offrent un aperçu rare et précieux de cet événement fondateur. Comme l'a souligné l'enquêtrice Paola Harris, qui a consacré de nombreuses années à documenter cette affaire, le crash de 1945 marque le véritable début de l'ère des ovnis et des UFO aux États-Unis. Cette déclaration résume à elle seule l'importance historique de cet incident qui précède de 2 ans le célèbre cas de Roswell. Parlons maintenant des artefacts, les nombreux objets métalliques récoltés sur place. L'un des artefacts récupérés les plus intrigants, dont les propriétés vont vous rappeler certainement celles décrites sur le présumé crash de Roswell, était une feuille métallique ultra fine, surnommée le métal mémoire, et cette feuille semblait défier les lois de la matière telle que nous la connaissions. Une fois froissée dans la main, elle revenait à son état initial, lisse et intacte, comme par magie, et les enfants pensaient au départ qu'il s'agissait d'un trucage ou d'un jouet sophistiqué. Cette feuille n'était pas seulement fascinante par ses propriétés physiques, elle possédait également une légèreté inhabituelle, presque comme une plume. À l'époque, la technologie humaine ne semblait pas capable de produire un tel matériau, bien qu'on ait supposé que des laboratoires comme le Battelle Memorial Institute, spécialisé dans la métallurgie, auraient pu jouer un rôle dans des recherches similaires. Une autre découverte marquante concernait une substance translucide surnommée par les enfants les cheveux d'ange. Ces fibres semblaient brillantes et lumineuses, particulièrement attrayantes la nuit, et les enfants, fascinés par leur beauté, les partageaient dans leur communauté pour décorer les sapins de Noël et les fenêtres. Ce matériau mystérieux, trouvé en assez grande quantité, Sabrina Padilla, la nièce, rapporte avoir récupéré un sac entier pesant environ 10 livres, donc 5 kilos. Elle se souvient avoir joué avec ces fils lumineux et avoir été mordue lorsqu'elle touchait l'extrémité de ses cheveux d'ange. Donc nous pourrions supposer une légère décharge électrique, ce qui renforce encore l'idée d'une provenance non conventionnelle. Le fameux tesoro. Un autre élément central de cette histoire est une pièce métallique circulaire trouvée à l'intérieur de l'engin, et cette pièce, montée sur une plaque avec un cercle de cuivre, a dû être retirée à l'aide d'un pied de biche ou une cheater bar, mais cette pièce semblait d'une telle importance que les soldats sont venus à plusieurs reprises sur le ranch pour essayer de la retrouver. He had a crowbar because he couldn't pull it off. The bracket Inside itself of is the on a smooth plaque. curved walls. Yes, it was on a plaque that had a copper circle, and this piece was in the middle. And we still don't know. I mean, this is Jacques' job as a scientist to go into the piece, but to pull it off, he had to get a crowbar to pull it off, and then the pin fell on the ground, and he took it, and they went and they had to hide it because there was inventory taken. And when that piece from the inside of the craft is missing, the Army is not happy. Initially, we untied the tarp and I pulled it off and I stepped into that hole and stayed there on the edge of it, holding the tarp, and Jose went in further into the craft and started jerking on that, but he couldn't get it off. It was strong. So he went over to the truck and got one of these bars. They use those bars to check the chains when the load, tension. They call them cheater bars. Most people don't know what a cheater bar is, but that's what he used. And he got on it and he jerked it and he took it down. Great. So now we've got a piece, and he handed it to me, and I took it, held on to it, looked at it, and it reminded me of a sundial.
Doesn't it look like a sundial? I mean, that's, you know, that's what I could relate to. It looked like a sundial to me, you know. Anyway, so then we got out of there. He wrapped it up in his pocket, in his jacket, and we went home. Un employé de la famille Padilla, travaillant sur la propriété, fait une rencontre étrange. Il fut témoin d'une scène qu'il qualifiera lui-même de surnaturelle. Selon son témoignage, il aperçut une lumière intense à proximité du puits qui éclairait toute la zone. Intrigué, il s'approcha et découvrit 2 créatures qu'il décrivit comme étant laides. Ces êtres étaient de petite taille, environ 1 mètre, et semblaient focaliser leur attention sur un point précis du sol. Ils pointaient tous leurs doigts en direction du sol en répétant le mot « tesoro », ce qui signifie trésor ou souvenir en espagnol. Effrayé et déconcerté, l'employé se hâta d'informer Alejandro, le père de José. Lorsqu'il se présenta à la porte, Alejandro l'invita à rentrer et à s'expliquer autour d'un café. L'employé, visiblement nerveux, rapporta ce qu'il avait vu, insistant sur la lumière vive et les mouvements étranges des créatures. Selon son récit, il avait même essayé de s'armer pour se protéger, mais il déclara que les êtres avaient traversé un mur avant de disparaître complètement, un phénomène qui défiait toute logique humaine. Ce témoignage bouleversa Alejandro, mais les 2 hommes décidèrent de vérifier les lieux pour comprendre ce que les créatures cherchaient réellement. Avec une pelle, ils creusèrent à l'endroit indiqué par l'employé, mais ils ne trouvèrent aucun objet ni indice. L'épisode resta une énigme pour eux, mais il renforça l'idée que ces êtres recherchaient quelque chose de spécifique, certainement lié au crash. Des années plus tard, le fragment fut envoyé dans un laboratoire en Angleterre pour une analyse approfondie. Les résultats révélèrent des propriétés extraordinaires et surprenantes. Tout d'abord, des nanotubes de carbone. Les chercheurs découvrirent que le fragment contenait des nanotubes de carbone intégrés dans sa structure. Cette technologie totalement inconnue en 1945 n'a été développée officiellement que plusieurs décennies plus tard. Ces nanotubes conféraient au matériau une résistance extrême tout en conservant une incroyable légèreté. That is some form of aluminum, okay? It may be carbon, but I'm not a scientist. I guess they say it looks like some kind of carbon tubes of some kind. We didn't fully understand what that means. Carbon tubes. Well, we started to fire it up to see what the carbon tubes did. The reason it's cold all the time is because it transfers the heat from one to the other, and it goes out. That's why it's cold. You can't warm it up. Des circuits intégrés dans le métal. L'analyse montra également que le fragment contenait des circuits microscopiques intégrés directement dans le matériau. Ces circuits, probablement reliés à un système informatique central du vaisseau, suggèrent une technologie avancée où les composants électroniques et le métal formaient un tout indissociable. One of the things, the other thing they found and didn't understand was this. Now they're looking inside this part, inside. Very strange designs. The scientists that studied it said that they look like insects, you know, but they look like centipedes, like that, but we don't know. It was evident that they were faced with an unknown technology, and so they searched for a scientist that could interpret this discovery. What is this? Printed circuit. Son los animalitos. And this is from Earth. This is from Earth. This is from here. Yeah. That's the first picture that we. That's the first. Remember the first the very first kind of printed circuits that we have. And this printed circuit is inside a metal. That's right. Then it's a very sophisticated thing. Les propriétés de mémoire de forme. Le matériau présentait des propriétés de mémoire de forme fascinantes. Lorsqu'il était plié ou froissé, il retrouvait instantanément sa forme d'origine une fois relâché.
Ce phénomène stupéfia les scientifiques et démontra que la technologie à l'origine de ce fragment dépassait largement les capacités humaines de l'époque. Un autre point clé est la question de la provenance isotopique des matériaux. Les isotopes, qui sont des variantes d'un élément chimique avec un nombre différent de neutrons, sont essentiels pour déterminer l'origine d'un matériau. Par exemple, les isotopes de l'uranium ou du plomb varient selon qu'ils proviennent de la Terre ou de l'espace. Les analyses effectuées sur des fragments de Trinity ont révélé des ratios isotopiques qui ne correspondaient pas aux sources terrestres connues. Cela a conduit des chercheurs à envisager deux possibilités. Soit les matériaux provenaient d'une région inexplorée de la Terre, avec des caractéristiques isotopiques inhabituelles, soit ils avaient une origine extraterrestre ou exogène. Malgré ces découvertes fascinantes, le scepticisme reste un obstacle majeur pour les chercheurs. Jacques Vallée suggère que ces débris pourraient changer la façon dont la science aborde ces phénomènes inexpliqués. Jusqu'à présent, la plupart des recherches sur les UFO se sont concentrées sur des témoignages visuels et des photographies, qui sont souvent considérés comme peu fiables. En revanche, les matériaux physiques offrent une opportunité unique de mener des analyses scientifiques rigoureuses. Nous devons passer de l'anecdote aux données, écrit-il, appelant à une approche plus scientifique et empirique pour comprendre ces phénomènes. Si ces fragments sont effectivement d'origine exogène, cela remet en question notre compréhension de notre place dans l'univers. Jacques Vallée et Paola Harris soulignent que ces matériaux ne sont pas seulement des curiosités scientifiques, mais des indices d'une réalité plus vaste qui dépasse notre compréhension actuelle. Nous sommes confrontés à des preuves évidentes d'une intelligence inconnue. To it. Now let's go to your feelings on the implications. They took this away. They took some of probably the angel hair and the metals in such a way. You have the bracket, okay? You got it from Remy, you got it now, and it's somewhere else, so don't go looking in your homes. What do you think the state of military back engineering of this kind of captured technology, what state is it really in? How much do you think has really come of it through the years? I'm glad you asked that, because that's really the key question. If Congress really wants to ask a question, which I'm not sure they do, but if they want to ask a question, the key question is how much longer are we going to keep this beyond top secret? Yes. Okay. Quelles que soient les origines de ces artefacts, qu'ils soient d'origine exogène ou issus d'une recherche technologique avancée, top secrète, militaire, il est temps, je pense, que la lumière soit faite sur ces événements. And that lasted 70 years. And the reason the subtitle of Trinity is the best kept secret is that the secret was kept by the government, by whoever, in the Pentagon was running this, and the secret was kept by the witnesses. Yes. And that is unique. I mean, we know about Roswell, we know about other cases, other crashes in New Mexico that I've researched and so on. I knew nothing about this. And the UFO community, so vaguely aware that there had been something there, but it wasn't terribly important. And In a way, I wanted to add that this book, yes, it has a UFO in it, but it is a historical book. Oh, I highly recommend people read this. It really needs to be in libraries that have social studies and history, because the incredible research that Jacques did, it starts out with the diary of Laura Fermi. Her husband Enrico Fermi was there, and it was, but the fact that we had a historical event and a UFO come in a month later, not coincidentally, is not coincidence. Je vous invite à noter ce point extrêmement important que vient de citer Paola. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si ce crash a eu lieu une trentaine de jours après la première explosion sur le site de Trinity et quelques jours à peine Hiroshima-Nagasaki. Dans de nombreux cas, vous trouverez des éléments nucléaires à proximité d'événements UAP. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous explorerons un autre mystère non résolu.